Bonsoir, ce soir nous allons nous intéresser à l'influence de la Révolution française sur la Belgique, avec mon invité Corentin Roussman, conservateur au Mons Memorial Museum. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat en direct et nous y répondrons. N'hésitez pas aussi à interagir directement, à réagir à ce qui est dit ici dans le live. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien sachez que maintenant les super chats sont disponibles. Donc voilà, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez les activer, mais ce n'est absolument pas une obligation, c'est selon ce que vous souhaitez faire. Bonjour Corentin. Bonjour Pierre. Peux-tu te présenter en 2 mots pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, Corentin Roussman, je suis le conservateur du Mons Memorial Museum. Donc, c'est un musée d'histoire militaire et de société qui est situé à Mons et qui présente l'histoire militaire de Mons depuis la présence militaire au Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Avant même de parler de l'influence de la Révolution française, est-ce que tu pourrais un petit peu recontextualiser l'époque, nous dire un petit peu comment s'organise cette période, nous expliquer un petit peu comment tout fonctionne à ce moment-là. Donc, en fait, on est dans une période qui est ce qu'on appelle régulièrement la période des révolutions, il va avoir beaucoup d'impact et beaucoup de transformations au sein de la Belgique. Alors, aujourd'hui, je vais revenir sur beaucoup de définitions, hein, parce que quand je vais parler de la Belgique, je vais majoritairement parler des Pays-Bas autrichiens. Donc, on est à la fin du XVIIIe siècle, Pays-Bas autrichiens. Et je vais rarement parler de la principauté de Liège, que j'ai beaucoup moins étudié, et on va plutôt vraiment traiter de ce qu'il y a sur la frontière entre la Belgique et la France. Alors pourquoi cette période, elle est un peu plus compliquée, période dite de révolution au pluriel, parce que on a la Révolution française qui se déroule véritablement en 1789, la prise de la Bastille le 14 juillet, mais au même moment, en Belgique, on subit une révolution aussi, une révolution qui est totalement différente. C'est la révolution des États belgiques unis, qui est une révolution contre les réformes de Joseph II. Si on doit comparer la Révolution française et la Révolution des États belgiques unis, eh bien, elles s'opposent en tout type quasiment. C'est-à-dire que Joseph II veut faire des réformes et les populations belges ne veulent pas des réformes. En France, on ne fait pas des réformes, c'est la population qui veut des réformes. Et donc, et surtout qu'en Belgique, on est pour la restitution des privilèges, les modes de fonctionnement anciens, conserver les festivités religieuses, alors qu'en France, on est tout à l'inverse, on veut supprimer le clergé, supprimer les privilèges. Et donc, c'est assez deux modes deux révolutions totalement en opposition. En Belgique, de 1704, durant presque un peu moins d'une année, eh bien, on va être indépendant face au pouvoir autrichien. Puis on va avoir ce qu'on appelle la première restauration autrichienne en 1790, qui va durer plus ou moins 2 ans. 2 ans où on sera de nouveau autrichien. Et puis on va avoir la fameuse bataille de Jemappes de 1792, qui va nous faire basculer dans la période française. On va devenir français jusqu'à la bataille de Neerwinden en 1793, où les Autrichiens reviennent et reprennent l'ensemble des territoires des Pays-Bas autrichiens, pour arriver à la bataille de Fleurus en 1794, où de 1794 jusqu'à 1813-14, eh bien là, on sera véritablement dans ce qu'on appelle la période française, qui va avoir énormément d'impact, mais ça on le verra par la suite. Et puis on a ce soubresaut des 100 jours de Napoléon jusqu'à la bataille de Waterloo, où on redevient durant quelques jours, quelques semaines à peine, on redevient, on retourne dans l'Empire français jusqu'à Waterloo et la fin de la période française dans nos régions. Voilà, j'ai essayé d'être court, mais c'est pas évident. Mais non, en effet, c'est difficile de résumer une telle période en quelques minutes, mais justement, on va pouvoir étoffer ta réponse à travers le live et même à travers vos questions. Je dis bonjour à Joe et à Phoenix qui nous ont rejoints. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de la configuration géopolitique de l'époque? Ah, la configuration géopolitique de l'époque. Mais elle en revient véritablement à ce que j'expliquais auparavant. Donc, nous, on est dans les territoires des Habsbourg. On est les Pays-Bas autrichiens. Les Habsbourg, c'est un empire
extrêmement important. La France a un territoire qui est très grand et véritablement, on a d'autres pays qui existent, comme l'Angleterre, l'Espagne. L'Allemagne n'existe pas en tant que telle. On a différents, comment je vais dire, territoires qui sont indépendants. Évidemment, la Prusse est un des territoires les plus puissants de la fin du XVIIIe siècle. Et la Prusse n'est pas forcément l'allié de l'Autriche à cette période-là. Donc c'est une période un peu classique. Mais il est clair que, et ça c'est un élément extrêmement important, Louis XVI est marié à Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est la fille de Marie-Thérèse d'Autriche, la sœur de Joseph II. Donc quand Joseph II prend le trône en 1780, il va le garder jusqu'à sa mort en 1789, eh bien, lui, il va véritablement avoir des liens très, très forts avec la France. Pour eux, ils ont une paix continue, et c'est vraiment Marie-Antoinette qui va être la garante de cette paix. La Grande-Bretagne, elle n'attend qu'une seule chose, c'est de se battre contre les Français. En Espagne, on a un roi qui est un Bourbon, donc qui est proche des Français. Donc, les Français, à cette période-là, voilà, leur ennemi, c'est les Britanniques, mais pas l'Autriche. Et donc, ils sont un peu tranquilles à ce niveau-là. Et c'est ça qui, à la Révolution française, va porter énormément de problématiques au niveau de la politique, parce que tout est remis en question. À partir du moment où on en veut au roi, on en veut à Marie-Antoinette, et donc on en veut à l'Autriche. L'Autriche, qui a un pouvoir absolutiste, comme l'étaient toutes les autres nations de l'époque, excepté la Grande-Bretagne, où là, on avait véritablement une monarchie constitutionnelle qui était déjà mise en place. Dans les autres, c'est des monarchies absolues. On a les Provinces-Unies qui sont un cas à part, les Pays-Bas d'aujourd'hui, et qui, en politique internationale, n'a pas beaucoup de poids. Avant tout, pour les Provinces-Unies, c'est de faire du commerce. Le Luxembourg n'existe pas encore. Le Luxembourg, il est intégré dans les Pays-Bas autrichiens. Donc, il fait partie de tout cet ensemble, tout cet amalgame d'États. Et donc ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il faut bien prendre en considération que ce qu'on appelle les Pays-Bas autrichiens, ce qui relie les différents comtés entre eux, c'est le fait d'avoir le même souverain uniquement. Donc ça veut dire que dans le comté de Hainaut, dans le duché de Brabant, les lois et les modes de fonctionnement sont différents. Les unités de mesure sont différentes. Les monnaies sont différentes. Elles peuvent être les mêmes, mais en fait, avant, la monnaie, elle fonctionnait au niveau du poids. C'était le poids de la monnaie, mais on frappait la monnaie en Hainaut, on pouvait la frapper dans d'autres comtés. Et donc, si vous voulez, l'empereur d'Autriche, Joseph II, quand il veut faire une nouvelle taxe, eh bien, il doit demander à chaque État de comté, donc pour Mons, c'est les États de Hainaut, il doit demander aux États de Hainaut s'il peut prélever un nouvel impôt. Et donc, il y a toujours ce contre-pouvoir. Et puis, c'est les États de Hainaut qui voilà, décident, oui, qui on va imposer, comment ça va fonctionner. Et ces États de Hainaut, on va retrouver les bonnes villes du Hainaut, les grandes abbayes, ainsi que les nobles. Et un élément qui est vraiment important aussi à prendre en considération sur les territoires des Pays-Bas autrichiens, c'est qu'on est comment expliquer? On a avant tout des villes. Et les villes ont énormément de pouvoir. C'est les villes qui gèrent et qui organisent véritablement l'ensemble des territoires. Et c'est elles qui sont véritablement les moyens financiers de l'État. En même temps, notre État, à cette époque-là, à la fin du XVIIIe, on est assez riche. On rapporte de l'argent aux Habsbourg, mais le territoire leur coûte quand même assez cher, vu les problématiques militaires qu'ils vont avoir par la suite. Et les réformes de Joseph II vont un peu abîmer les finances de l'État au niveau du travail militaire qui va devoir être mis en place. Et donc, ce qui fait que on prend une garnison, je prends la garnison de Mons, on peut avoir dans la ville des militaires qui sont issus des États de Joseph II.
Et donc, on a des locuteurs allemands, des locuteurs hongrois, des locuteurs qui sont tchèques. Et donc, on a véritablement un amalgame de populations différentes, mais qui fonctionnent très bien entre elles. Et qui fonctionnent avec des représentants qui parlent tous français. Donc, le 18e, c'est l'utilisation du français. C'est le français et l'allemand pour la période autrichienne. Mais voilà, toute la communication, tout se fait classiquement en français. Et Joseph II est venu à Mons, il a fait le tour des Pays-Bas et il parlait français. Donc voilà, c'est la langue internationale au 18e, c'est le français. Je m'éloigne un peu de la question que tu me posais sur la géopolitique de l'époque, mais ce que je voulais dire, c'est véritablement qu'on est un petit territoire qui est présent dans un énorme ensemble hétérogène, mais qui fonctionne. Et donc, et autour des nations au mode de fonctionnement similaire, excepté véritablement la Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne qui, déjà à ce moment-là, ne s'intéresse plus à ce qui se déroule en Europe et est partie sur les territoires extramarins. Oui, ça me fait un peu penser à la Belgique actuelle quelque part, avec toute sa complexité, mais bien en arrière. Ici, Exactement. j'ai Joe qui pose une première question, qui demande comment les idéaux de la Révolution française ont-ils été perçus par la population belge en général. Dans nos régions, ce qui se passe, c'est que quand la Révolution française arrive, les Belges vont se prendre un petit peu, je vais utiliser la phrase suivante, une claque dans le visage, parce que ils vont voir arriver chez eux tout plein de réfugiés français. Et donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des nobles, des membres du clergé, qui, voyant les difficultés arriver en France, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se déplacent dans nos régions. Pourquoi? Ben, on est très proche de Paris. On est dans un territoire qui est facile, avec une frontière facilement traversable. On ne doit pas passer les Pyrénées pour aller jusqu'en Espagne. On doit pas aller dans des petites. On parle toujours français dans nos régions, et donc ils se disent on va aller sur Bruxelles. Ils passent par Mons auparavant, et là, ben, évidemment, ce sont des gens qui fuient cette révolution. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont diffuser? Eh bien, ils vont diffuser. Ben, vous allez voir, ça va être catastrophique, vous allez perdre votre argent, on va vous voler. Il y a les journaux de l'époque qui racontent tout ce qui se déroule, et c'est pas folichon. Il y a des meurtres, des assassinats, politiquement, comment je veux dire, c'est des troubles, et ces troubles font peur. Et la population de nos régions, elle est un peu troublée par rapport à ça. Elle vient de subir une révolution. Alors au tout début, elle peut s'identifier à cette première révolution comme la révolution des États belgiques unis en disant, ben voilà, on veut nous-mêmes diriger notre avenir. Mais quand ils ont vu tous les déboires qui arrivaient et toutes les envies contre le clergé, et donc là, on n'est pas vraiment en 1789, hein, mais c'est les années suivantes, et là, véritablement, la population belge va, dans un premier temps, avoir peur de l'arrivée de ces Français, avoir peur d'un mode de fonctionnement qui n'est pas habituel. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, il y a des classes sociales. On ne traverse pas ces classes sociales. Et attention, hein, il y a différentes classes sociales, parce qu'on a l'habitude, on nous a tous appris dans nos cours qu'il y avait le clergé, les nobles et les autres, le tiers-état. Mais dans le tiers-état, il y a la bourgeoisie. Donc, c'est les riches des villes. Et en Belgique, il y a énormément de riches des villes. Et ils voient que cette armée révolutionnaire, que ces hommes révolutionnaires, ben, ne sont pas ces bourgeois, mais un peu tout le bas-fond de ce qu'il peut y avoir. Et que c'est un petit peu un amalgame de populations totalement différentes et qui va du plus bas de la société au plus haut de la société. Et dans nos régions, un bourgeois reste un bourgeois. Un bourgeois, c'est tout simplement un habitant des villes, mais on peut vraiment prendre en considération le titre bourgeois, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine prestance, certains moyens financiers, et qui ne voit pas d'un bon œil l'arrivée d'une population étrangère qui viendrait les piller. Et donc, véritablement, il y a deux visions. Au premier, ben,
on peut être oui, un petit peu intéressé par ce principe des peuples de disposer d'eux-mêmes et de choisir leur propre gouvernement, mais à côté de ça, la crainte, la peur de bouleversement, de changement, et surtout que en 1784 ou 85, non, excusez-moi, en 1786 exactement, lorsque Joseph II fait son édit contre les kermesses et les fêtes religieuses, contre les processions, nous, dans la région, on fait une révolution pour remettre en place ces fêtes religieuses. Et donc, quand ils voient qu'on est en train d'attaquer le clergé et toutes ces fêtes religieuses en France, eh bien, les habitants de nos régions, ils vont à l'encontre. Et donc, voilà, ils ont peur, mais ils se disent que ça n'arrivera pas jusqu'à eux. Donc dans ce cas, on ne pourrait pas vraiment dire que la Belgique, entre guillemets, de l'époque, n'était pas vraiment un terreau fertile pour la Révolution alors. Elle était elle n'était pas un terreau fertile pour la Révolution française, pour les idéaux de la Révolution française. Elle était un terreau fertile pour comment je veux dire, un certain conservatisme et une certaine habitude d'être dirigé par les Habsbourg. L'avantage chez nous, c'est que même si Joseph II est un empereur et qu'il est notre souverain, il y a ce contre-pouvoir qui existe et ce contre-pouvoir qui a quand même du poids. Et vous allez me dire en France aussi, hein, quand Louis XVI veut prélever, appelle les États généraux et qui veulent prélever un nouvel impôt, eh bien, il y a les villes, le clergé et la noblesse. Mais la seule différence, c'est que chez nous, ils devaient le faire dans chaque comté. Ils ne devaient pas le faire qu'à un seul endroit pour tout le pays. Déjà, la France est un État centralisé. Nous, on est un État fédéralisé, confédéralisé même. Et donc, c'est totalement différent, les rapports de force. D'ailleurs, ce qui était extrêmement difficile pour celui qui gérait nos régions, parce que chaque région avait des idées et des envies différentes. Et donc, c'est vraiment ça à prendre aussi en considération. Oui, en effet, dans ce cas-là, en effet, c'était plus compliqué au niveau de la passation de nouvelles taxes, etc. Quel était l'intérêt de l'armée révolutionnaire de prendre la Belgique? L'armée révolutionnaire, si elle attaque la Belgique, c'est l'attaque. En fait, elle ne veut pas attaquer la Belgique, elle veut attaquer les territoires autrichiens. Elle veut attaquer l'Autriche parce que de nombreux Français, ben justement, comme j'expliquais avant, sont dans nos régions. Et une fois qu'ils sont dans nos régions, veulent remettre en place le roi sur le trône. Et pour ce faire, ces réfugiés vont se préparer à une contre-révolution, plutôt à une volonté de restauration du pouvoir royal, et vont se faire aider par, évidemment, le pouvoir autrichien et les Prussiens. Et donc, on va avoir un principe, c'est que les Français vont décider d'attaquer les premiers. Et donc, comme ça, ils déclarent la guerre. Et à partir de ce moment-là, la coalition européenne se met en place. Les Prussiens descendent vers la France et ils arrivent à Valmy. Donc là, on va avoir la fameuse bataille de Valmy. Bataille de Valmy où on explique en fait que les Prussiens, quand ils sont arrivés sur le territoire de la France, ils ont fait une petite bataille. Ils auraient reçu, ça c'est du conditionnel, hein, ils auraient reçu des bijoux et de l'argent pour rentrer chez eux et qu'ils auraient pris le butin de la part des révolutionnaires et qu'ils seraient rentrés tranquillement chez eux. Les Français, enorgueillis de cette victoire, se disent il faut véritablement maintenant attaquer l'armée autrichienne avant qu'elle nous attaque sur notre territoire et elles décident d'attaquer nos régions. Pour attaquer nos régions, c'est très simple. On a des villes à prendre et des endroits où les armées sont stationnées. Mais juste un élément, c'est vrai que alors que l'armée française combat à Valmy, eh bien les Autrichiens, eux, ils font le siège de la ville de Lille. Donc les Autrichiens assiègent Lille et ils assiègent très bien Lille d'ailleurs. Ils bombardent la ville. C'est très difficile pour les habitants de Lille. Et puis l'armée autrichienne se replie sur Tournai. Et les Français se disent, nous, on va aller attaquer autre part, et ils décident d'attaquer sur Mons. Ils attaquent au mois d'avril 1792 sur Mons pendant 2 jours, mais ils ne vont pas gagner. Ils vont perdre d'ailleurs ces premiers combats, qu'on peut dire escarmouches. Et c'est seulement au mois de novembre qu'ils vont revenir beaucoup plus forts,
et qu'ils vont réussir à battre les Autrichiens qui vont se replier. Une fois qu'ils ont gagné que les Français gagnent la bataille de Jemappes, en fait, les Autrichiens se replient et donc l'ensemble des territoires est pris, mais pas vraiment. Le temps qu'on se déplace, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est particulièrement très comique à ce moment-là. Pourquoi c'est comique? Parce que lorsque la France déclare la guerre à l'Autriche, eh bien, il y a un soldat qui arrive à Quievrin et qui va être escorté de Quievrin jusqu'à Mons et qui va être présenté devant les autorités militaires basées à Mons et qui va déclarer officiellement la guerre à l'Autriche. Et puis, lui, il va repartir tranquillement jusqu'à la frontière. Et déjà à ce moment-là, il y a un petit accord qui est pris entre les armées autrichiennes et les armées françaises en se disant, OK, on va se battre, mais n'attaquez pas les gardes frontières. Donc, on n'attaquait pas les postes frontières et on reste comme ça. Donc, il ne faut pas s'imaginer une guerre. En fait, on fait la guerre parce qu'on va défendre des idéaux, mais on fait une guerre, entre guillemets, je n'aime pas ce mot-là, mais une guerre propre. C'est-à-dire qu'on va se battre, on se déplace, on arrive à un endroit et puis on attaque. Bon, après, voilà, ils vont peut-être violer des femmes, ils vont peut-être piller et incendier des habitations, mais voilà, c'est pas, on n'est pas dans la vindicte d'une volonté de vouloir tuer tout le monde. Des gentlemen qui vont combattre des gentlemen, il y a des us et coutumes, des modes de fonctionnement, et on va respecter ces modes de fonctionnement, et il y a toujours des discussions. Donc ça, quand on remarque, à l'époque, il y a toujours des discussions avec une certaine organisation. Et donc, quand à la bataille de Jemappes, les Autrichiens s'en vont, c'est pas une bataille avec énormément de morts. Mais voilà, les Autrichiens rentrent dans la ville. Le lendemain matin, on est le 7 novembre, Dumouriez demande aux Autrichiens de quitter la ville. Ils quittent la ville. Les Français rentrent dans la ville. Basta. Et c'est tout. Et la population qui est là dans la ville, elle regarde et elle découvre. Et elle découvre ces soldats, ces fameux sans-culottes qui arrivent. Et après, on va avoir la portée politique qu'on va vouloir donner à cette victoire de la bataille de Jemappes qui est totalement autre. Mais avant tout, les réfugiés français, eux, quittent Mons, sont déjà partis sur Bruxelles. Et auparavant, eh bien, Dumouriez avait fait un message à la population belge en disant qu'il venait pour les libérer. Et donc, c'est la première fois qu'on voit véritablement une propagande complète, et j'utilise le bon terme, une propagande française pour faire changer la mentalité des populations de nos régions, pour leur dire, en fait, on vous apporte des libertés, on vous apporte ce que vous aviez toujours voulu. Et les Français disaient d'ailleurs qu'ils venaient nous libérer du joug des Autrichiens et qu'après, qu'ils allaient nous laisser indépendants. Mais évidemment, l'Assemblée nationale française va décider le contraire, va décider qu'ils ne peuvent pas nous laisser indépendants, ils ne peuvent pas nous rendre la liberté, enfin ils ne vont pas dire nous rendre la liberté, mais qu'à partir du moment où on a été récupéré, on fait partie de la France et que notre destin est lié avec la France et que les soldats ne sont pas morts pour rien. Et donc on nous avait promis quelque chose que finalement on n'aura pas. Justement, tu as parlé de la bataille de Jemappes, j'aimerais rebondir dessus. Est-ce que tu pourrais nous en parler parce qu'elle a eu quand même un impact non négligeable sur le cours de l'histoire chez nous? Comme je l'ai dit, j'avais étudié ça pour mon mémoire de licence en dernière année en histoire. Il y a plein de facteurs qui font que la bataille de Jemappes a lieu. Mais l'objectif des Français, c'est pas Jemappes, c'est Mons. L'objectif, c'est prendre la ville de Mons. Mons est la ville qui sépare Bruxelles de Paris. C'est une capitale de comté. C'est une ville qui est modestement riche et une ville où les alentours, l'industrialisation a déjà bien avancé. Donc on a déjà des charbonnages, on a de l'extraction de la houille et on a voilà une cité assez florissante. En 1782, Joseph II avait décidé de démolir l'ensemble des fortifications de nombreuses cités, dont Mons. Et donc Mons se retrouve sans aucune fortification. Elle n'a juste que son mur médiéval qui reste, et ce mur médiéval est là pour les impôts. Parce que quand vous rentrez dans une ville, on paie des impôts, et on ferme les portes à la fin de la journée, on rouvre les portes au matin.
Et donc, les Autrichiens qui doivent défendre la ville, quand on leur déclare, quand la France déclare la guerre, eh bien à ce moment-là, ils disent comment on va protéger Mons? Comment on va, eh bien, en fait, ils vont construire des fortifications de campagne. Donc, il faut s'imaginer des fascines en bois, des constructions en bois, des barricades en bois à différents endroits où on va placer l'artillerie et où on va installer la cavalerie. Et donc, il y en aura un peu partout au mois de novembre. Eh bien là, on a tous les, on sait que les Français rentrent sur le territoire et ils vont se mettre sur le point assez culminant aux alentours de Mons par rapport à l'arrivée des Français. Et alors c'est pas vraiment Jemappes, mais c'est au nord de, c'est au-dessus de Jemappes. C'est ce qu'on appelle Flénu. Et donc ils sont sur Flénu. Mais Flénu n'existe pas, c'est juste un bois, le bois de Flana qu'on appelait à l'époque. Et les soldats autrichiens, quand je dis les soldats autrichiens, finalement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un amalgame de soldats de nos régions et de différentes nationalités, hein, mais qui font partie de l'ensemble du pouvoir des Habsbourg et qui sont dirigés par Claire Faye, qui est un énuyer, un officier énuyer qui dirige l'ensemble des soldats qui sont présents là. Et il va mettre, comment je vais dire, mettre ils sont moins 16 000, et en face, il y a 40 000 soldats français. 14 000 soldats français qui, en fait, à la différence des soldats de l'armée autrichienne, c'est que eux, ils ont envie de se battre, ils ont véritablement envie de défendre leurs idéaux. Les soldats de l'armée autrichienne, eux, voilà, ils défendent la ville. Quand vous voyez que vous êtes en infériorité numérique, que vous êtes, même si vous êtes dans une bonne situation stratégique, que vous n'allez pas réussir à suivre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, voilà, ils battent en retraite et ils se disent, on va limiter les pertes et on recule. On est au mois de novembre aussi. Le mois de novembre, il commence à faire froid. La saison des combats et des batailles, normalement, se termine. On ne combat plus à cette période-là, hein. On arrête hein, parce que c'est l'hiver, il fait froid. Il y avait énormément, le bois était rare, non pas qu'il n'y avait pas de bois, hein, mais il était assez rare de pouvoir s'en procurer et on demandait aux soldats de se chauffer avec de la houille. Et donc, ils se chauffaient avec du charbon sur leurs piquets. Donc, les piquets, c'est là où on attend véritablement l'arrivée des soldats, enfin l'arrivée d'une bataille, et on dort en tente ou soit chez l'habitant, chez qui on a réquisitionné les écuries, les espaces. Et donc, c'est pas une sinécure, c'est pas comme quand on part au combat au mois de juillet ou en été, quoi. Là, on arrive bientôt en hiver, fin de l'automne, et donc c'est un peu compliqué. Alors, par la suite, maintenant, je peux parler de la mémoire de la bataille de Jemappes. Et ça, c'est autre chose. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cette bataille de Jemappes pour les Français. Il faut s'imaginer que la bataille de Jemappes, elle est après Valmy. Valmy se déroule sur le territoire français, Jemappes sur le territoire des Pays-Bas autrichiens. Et donc, c'est la première victoire des troupes révolutionnaires françaises en dehors du territoire national. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que c'est la première victoire de la République française, parce que la République vient juste d'être déclarée officiellement un peu avant la bataille de Jemappes. Et à partir de ce moment-là, voilà, Jemappes rentre dans la mémoire et dans l'instauration du mythe de la République française en disant, voilà, regardez, après l'instauration de la République, nous gagnons. Un peu comme si, voilà, c'est pas Dieu est avec nous, c'est pas Dieu, mais c'est la liberté est avec nous et nous avançons contre le despotisme. Après, va se mettre en place un autre élément, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui s'appelle Louis-Philippe, qui va devenir roi des Français en 1830, qui était présent à la bataille de Jemappes. Et en tant que personne présente à la bataille de Jemappes, lui, durant tout son règne, c'est toujours ce qu'il va faire. C'est valoriser cette bataille et valoriser la bataille de Jemappes où il était présent. Et c'est pour ça qu'on va retrouver cette bataille de Jemappes à plein d'endroits différents. Tout d'abord, sur l'Arc de Triomphe. Sur l'Arc de Triomphe, il y a une grande... Alors que c'est Napoléon qui décide d'ériger l'Arc de Triomphe, les fresques qui vont être présentées vont être faites par Louis-Philippe, et donc il va demander qu'on mette là une représentation de la fresque de la bataille de Jemappes. Et donc c'est assez impressionnant d'ailleurs, hein. Ensuite, à Paris, il y a le quai de Jemappes,
il y a le quai de Valmy, le quai de Jemappes. Et quand vous rentrez à Versailles, vous allez à la galerie des batailles. Avant de rentrer dans la galerie des batailles, vous avez plusieurs tableaux qui présentent d'une part la bataille de Jemappes et l'autre l'entrée des troupes françaises dans Mons. Et ça, c'est aux alentours des 1830, c'est Louis-Philippe, quand il crée la galerie des batailles, qui veut véritablement cette antichambre avant la grande balerie de toutes les grandes batailles françaises, de Vercingétorix jusqu'à Napoléon. Eh bien, on va vouloir, il met en évidence véritablement ces batailles. Et ça, c'est vraiment ce qui va se dérouler par la suite. Mais l'élément qui va forger encore plus Jemappes, et ça, c'est décidé dès le début, c'est quand on crée les départements. L'ancien comté de Hainaut devient département de Jemappes. Et donc, c'est le seul département qui porte le nom d'une bataille. D'habitude, on utilise le nom de rivière, de fleuve ou d'éléments géographiques, mais nous, on est le seul département où ça sera le département de Jemappes. Et d'ailleurs, ils vont utiliser l'orthographe ancien, c'est-à-dire 2M, 2P, alors que Jemappes, je ne sais même plus comment on écrit Jemappes. Je crois qu'il y a un seul M et 2 P, je pense. Oui, c'est ça, un seul M et 2P maintenant. Il faut que je l'écrive pour Je l'avais vu aussi justement qu'il y avait 2 orthographes en fonction des époques. Mais pourquoi vouloir valoriser à ce point cette bataille? Pourquoi celle-là en particulier et pas une autre? Vraiment parce que c'est la première de la République et la première en dehors du territoire. Parce qu'on est dans la guerre de révolution. Donc, tous les États de l'époque considèrent que ces armées révolutionnaires ne valent rien du tout, qu'elles n'ont aucun poids, aucun pouvoir, parce qu'elles brisent tous les codes habituels des modes de fonctionnement. On a des prolétaires, enfin, c'est pas qu'on a des prolétaires, mais on a des fameux citoyens. C'est-à-dire que l'individu, il se bat parce qu'il a une motivation. Dans l'armée autrichienne, il n'y a pas de conscription, ce sont des volontaires qui sont payés. C'est un métier, c'est leur métier, point final. Donc, c'est-à-dire que quand ils voient que ça chauffe, ils battent en retraite. Alors que là, les révolutionnaires, non. Et puis, dans la création du roman national français, dans la création du roman républicain, il faut pouvoir justifier des conquêtes, il faut pouvoir justifier des coups d'éclat. Et c'est véritablement Valmy et Jemappes qui vont être utilisés particulièrement. Et c'est aussi de dire que ces armées révolutionnaires savent combattre une armée internationale de haut niveau. Donc, il ne faut pas penser que l'armée autrichienne à Jemappes est une petite armée qui n'a pas l'habitude de se battre. Non, 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 non. C'est une armée très puissante, mais qui, en infériorité numérique, ben voilà, n'a pas les capacités à pouvoir se battre. Et juste après, il y a la bataille de Neerwinden, où les Français se font complètement ramasser. Et ça, c'est quelques mois après. Et donc, et c'est les mêmes soldats, en fait. Hein, les soldats de Jemappes, ils sont à Neerwinden. Hein, et c'est ceux qui seront aussi à Fleurus. Donc, enfin, soit. Donc, c'est toujours ça qui fait, comment je veux dire, qui va mettre en évidence le fait que la bataille de Jemappes ait été pour les Français un moment glorieux et important de leur histoire. C'est un peu une manière de montrer que les idéaux et les personnes qui justement les défendent ont pu avoir la supériorité sur on va dire d'autres personnes qui, elles, ne les défendaient pas. Tu as entièrement raison. Alors, je vais faire une comparaison qui est un peu particulière, mais c'est la même chose qu'on va avoir en 1905, la guerre entre les Japonais et les Russes. Les Japonais vont gagner une guerre contre les Russes et on va dire des populations asiatiques arrivent à battre une armée européenne, chose qu'on n'avait pas encore vue véritablement, en se disant que les armées européennes sont toujours plus puissante que n'importe quelle autre armée. Et là, on a vu que ce n'était pas le cas. Eh bien, c'était un peu le même principe, c'est que se dire que cette armée de révolutionnaires, elle n'a pas, on la prend un peu à la légère et elle n'est pas capable de pouvoir se battre. Ben, en fait, si, quand même, elle a quand même certaines capacités et une certaine puissance. Et on va le voir par la suite. Et c'est ça aussi qui va forger, qui va préparer les armées françaises à pouvoir se battre sur tous les territoires européens dans les armées de Napoléon. Ici, j'ai une question de Joe qui demande comment ces influences ont-elles contribué à la création d'une identité culturelle belge distincte. Attends, répète un peu la question. Oui, elle est complexe. Surtout pour la Belgique, parce que, enfin, on connaît un peu l'histoire de la Belgique. Comment ces influences ont-elles contribué à la création d'une identité culturelle belge distincte?
là, on va parler de l'influence culturelle de la France. Un élément qui, donc, on va séparer ça en différents endroits géographiques. C'est-à-dire qu'on doit comparer la Flandre, la Wallonie et ce que je vais dire, la principauté de Liège, l'ex-principauté de Liège. La France a toujours énormément influencé nos régions de manière classique par la littérature, par la facilité d'utilisation de la langue. Et donc, on est véritablement très au fait de ce qui se déroule en France. Ce qui va se dérouler par la suite, c'est que ça va nous être imposé. Donc, la culture française préexistante chez nous, elle va nous être imposée. Est-ce qu'on peut parler de création d'identité culturelle belge suite à l'influence française? Non. Est-ce que une fois que ce territoire a été amalgamé tout ensemble durant la période française, ne va pas créer quelque chose d'extrêmement fort dans l'identité culturelle belge? Et d'ailleurs, elle n'existe toujours pas parce qu'on peut remarquer que c'est une durée de 20 ans, la période française, même un peu plus courte, et où on va avoir un système qui ne va pas forcément plaire aux populations de nos régions et surtout aux Flamands, à qui on va imposer l'utilisation du français partout dans l'administration, alors que ce n'était pas le cas auparavant. La France est un État centralisé où on n'a pas le droit de parler de particularisme. Donc on ne vient pas avec des particularismes régionaux. Et une fois que on n'était plus français, on ne peut pas dire qu'on a perdu cette influence culturelle française. On s'est retrouvé amalgamé aux Pays-Bas et par la suite, lors de l'indépendance, on a recréé cette identité qui était plutôt l'identité d'avant la période française, c'est-à-dire la période des Habsbourg, la période des Pays-Bas autrichiens, où chaque région avait ses propres particularismes, où on pouvait revendiquer ces particularismes. Et c'est ce qui va se passer par la suite avec des mouvements régionalistes, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, et même sur Liège, des mouvements de renfort d'identité régionale. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. L'identité régionale prend toujours le dessus sur l'identité belge. Alors vous allez me dire, mais non, on a une vraie identité belge. On a cette identité belge, mais ce n'est pas forcément la première identité qu'on va mettre en évidence. C'est-à-dire qu'un Liégeois dira plus facilement qu'il est liégeois, et un habitant du Hainaut ne dira pas forcément qu'il est hainouillé, mais il va plutôt s'identifier par rapport à sa ville. Le Liégeois, c'est plus simple, hein, mais un Montois se sentira Montois, un Hattois se sentira de Hatt, un Binchois de Binche, un Carolo de Charleroi, un Chimassien. J'aimais beaucoup faire cette comparaison par rapport au nombre de régionales qui existent à Louvain-la-Neuve, où on peut voir véritablement cette identité très forte localiste. Maintenant, durant la période française, on ne va pas avoir de revendication d'indépendance ou de suite de cette identité qui aurait pu être constituée durant cette période-là pour une identité belge. Non, c'est vraiment la révolution des États belgiques unis, je pense, qui était plus forte, la période autrichienne où on était plus autonome et où on avait ce sentiment belge. Comment je vais dire, la propagande française était beaucoup trop forte pour qu'on ait un sentiment d'appartenance. Et il n'y a pas une opposition face à cette arrivée massive française. Alors, je ne sais pas si je réponds correctement à la question, donc n'hésitez pas à refixer la question pour que je puisse y répondre si nécessaire. Oui, parce que la Belgique est assez complexe, à 3 régions, et donc ses particularités propres. Et donc, comme tu disais, chacun a son identité, soit régionale, soit plutôt liée, attachée à la ville, selon sa zone géographique et l'histoire qui est liée justement à cette zone en question. Donc, John, n'hésite pas à compléter ta question si tu souhaites l'approfondir. Malgré tout, est-ce qu'on peut dire que des systèmes ou des objets du quotidien, des manières de faire, hérités de la période d'occupation française, sont encore utilisés aujourd'hui, ou en tout cas ont inspiré certaines utilisations d'aujourd'hui?
L'influence française dans le mode de fonctionnement de la Belgique, c'est considérable, c'est colossal, mais vraiment c'est impactant et on ne s'en rend pas compte. D'une part, on a la mise en place des unités de mesure, du système métrique. Le système métrique, il faut s'imaginer que dans chaque ville, chaque région, on avait une propre unité de mesure, des monnaies différentes. Et donc là, on va avoir une uniformisation complète. On va aussi avoir le Code civil de Napoléon qui va être mis en place, qui est toujours la base de la justice en Belgique. Ensuite, on va avoir nous, la Wallonie, à ce moment-là, est en pleine révolution industrielle. On va avoir énormément de capitaux français qui vont arriver et une débouchée d'une offre commerciale colossale qui va nous permettre de faire décoller notre économie et qui va nous permettre de continuer par la suite à avancer. Ensuite, il y a quelque chose qui est toujours présent aujourd'hui, c'est les actes dans les communes, c'est-à-dire les actes de mariage, les actes de décès et les actes de naissance. Auparavant, ça n'existait pas. Donc, c'était dans des registres de baptême. Et donc, à partir de la France, 1795, on a ces registres et on les a toujours dans toutes les communes. Et donc, on peut suivre l'affiliation de n'importe quel individu, savoir quand il se marie, quand il décède. C'est l'État qui reprend le dessus par rapport à la religion. Et aujourd'hui encore, si vous voulez vous marier, vous ne pouvez pas d'abord vous marier à l'église, vous devez d'abord vous marier à la commune et puis seulement vous pouvez faire un autre mariage si vous le souhaitez. Mais votre mariage légal, c'est celui qui s'est déroulé à la commune. Et donc voilà, l'influence française, elle est colossale. Après, les principes de la démocratie, les principes, si on regarde a posteriori le mode de fonctionnement de la France, le moment où on était durant l'occupation française, eh bien, on ne peut pas dire qu'on était en démocratie, parce que finalement, on était avec un empereur qui dirigeait et voilà, c'était pas, j'appelle pas ça la démocratie, mais par contre, les idéaux ont bien été diffusés dans nos régions, particulièrement aussi à Liège, et donc on a eu un impact fort. Après, il y a aussi eu des impacts négatifs, comme l'imposition du français pour les populations en Flandre et la suppression au début de tout ce qui était en lien avec la religion. En 1804, on va avoir le Concordat, mais entre-temps, entre 1795 et 1804, eh bien, tous les biens des églises vont être vendus. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je n'en sais rien. Je ne suis pas là pour le juger, mais en tout cas, à Liège, il y a eu des destructions, comme la cathédrale. À Mons, on a détruit des églises. En fait, on a vendu des églises. Et après, l'ensemble des biens de l'église sont revenus à l'État ou aux communes. Et donc, aujourd'hui, je prends le cas, on a avec ma collègue conservatrice à la ville de Mons, tout à l'heure, on se posait des questions par rapport à la propriété de certains objets qui sont présents dans les églises, parce que normalement, ça appartient à la ville via les fabriques d'églises. Tout ça est issu de la période française. Et donc, on doit être capable de pouvoir dire est-ce que tel bien était dans l'église avant 1795 ou pas. S'il était avant 1795, il appartient aux communes. S'il était après 1795, il appartient au clergé. Et donc, il faut pouvoir aussi jouer de ces éléments-là. Et donc, le fait d'avoir été sous domination française durant cette période-là nous a impacté et nous impacte encore aujourd'hui. C'est les bases de la création d'un État moderne belge. Et en fait, c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est que la Belgique de 1830, elle est issue de 50 ans de révolution et de mouvements politiques. Entre les réformes de Joseph II en 1780 jusqu'aux réformes et à la gestion de nos régions par Guillaume II des Pays-Bas. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, voilà, en 1830, quand on prend notre indépendance, on regarde un petit peu tout ce qui s'est déroulé auparavant et on dit, voilà, le mieux pour la Belgique, c'est ça. C'est la monarchie constitutionnelle avec une constitution dans laquelle on donne la liberté de culte, la liberté de la presse et qui fonde véritablement l'État moderne belge. Et cette constitution de 1830 était une des constitutions les plus libérales au niveau économique, mais aussi au niveau politique, de dire que chacun peut avoir la religion qu'il veut, chacun peut dire ce qu'il pense, la liberté de la presse. Enfin, on a l'impression que c'est quelque chose de totalement acquis, mais non,
c'est arrivé à ce moment-là. Et je pense que c'est ça aussi pourquoi la Constitution belge a été bien faite, c'est qu'ils ont été puisés ce qu'il y avait de meilleur dans tous les gouvernements successifs que l'on a eus pendant toutes ces périodes-là, en se disant on va prendre un peu de lui, un peu de ci, et on va garder ce qui fonctionne bien. Et ils ont gardé beaucoup de choses de la période française, et ça c'est clair. Mais oui, en effet, comme tu disais, rien n'est jamais acquis. Et oui, l'influence des Français de cette époque a été en effet colossale. Comme tu disais, le Code de Napoléon, qui a apporté pas mal de choses dans sa fondation. Alors, il y a Phoenix qui pose une question. Alors, je la lis. Corentin Roussman a-t-il entendu parler des destructions de vergers et vignobles belges durant cette période napoléonienne qui a conduit à la Belgique à se tourner vers la bière? Alors, oui, et cette question, elle m'a toujours taraudé. Alors, on a parlé de destruction. Je n'irai pas jusque dire qu'on a eu des destructions, mais on a plutôt eu il y a deux choses. Il y a d'une part un rééquilibrage au niveau de la productivité, c'est-à-dire que sur le territoire de nos régions, quand on produisait du vin, eh bien, on produisait peut-être par pied de vigne une bouteille de vin, alors que en Bourgogne, on en produisait 3 bouteilles. Et donc, au niveau de la production, c'est pas colossal. Par contre, les céréales, le houblon se développent mieux dans nos régions et donc on a peut-être favorisé cet élément-là. Mais l'autre élément qui a aussi bouleversé ça, et ça j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais pas en lien avec la vigne, c'est l'ouverture du marché. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait un marché clos dans les Pays-Bas autrichiens, avec pas de débouché vers la France et inversement. Là, on fait partie de la France et donc on écoule dans nos régions du vin de France beaucoup plus facilement qu'auparavant. Et donc, on a en fait un vin qui est moins cher, qui est produit moins cher que chez nous. Et donc, ils sont obligés de vendre plus cher un vin local, mais qui n'est pas forcément d'excellente qualité, à la différence de ce qu'ils pouvaient apporter en France. Et c'est à ce moment-là que on avait toujours produit de la bière dans nos régions, mais on va plutôt continuer à produire cette bière et à consommer du vin qui vient d'autres régions. Mais c'est vrai parce que on a beaucoup de gens autour de Mons et en Wallonie. Maintenant, il y a plein d'endroits où on met des vignes. Et on dit toujours, oui, c'est suite au réchauffement climatique. Alors, je ne suis pas du tout un climato-sceptique, c'est pas ça, mais je pense que ce n'est pas la seule raison. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un territoire qui était correct au niveau de la production de vin. La seule chose, c'est que les rendements sont en effet plus faibles que ce qu'on peut avoir en France et que voilà, c'est la spécialisation de chaque région et ça, durant la période française, ils aimaient bien de dire telle région va plutôt faire ça, telle autre région va plutôt faire ça, mais il y a peut-être eu des destructions, j'en ai pas la preuve, mais je ne pense pas que ce soit extrêmement systématique qu'on aille détruire à chaque fois qu'on voyait un pays de vigne. Je pense que ça s'est fait progressivement, naturellement, parce que ça n'a plus aucun rendement. On peut voir que dans certaines zones, dans certains pays, on va détruire des cultures parce qu'elles ne produisent pas assez, le rendement n'est pas assez intéressant par rapport à ce que la superficie peut apporter. C'est très intéressant. Je ne connaissais pas justement l'anecdote. Merci Phoenix de nous l'avoir partagé et Corentin de nous avoir expliqué les détails. Lorsque je t'ai parlé du sujet, tu m'as dit que tu avais des pièces au musée qui datent de cette époque, dont notamment Ouais. une tablette, un canon et un bol. Je te propose de commencer par... oui, merci, pas de quoi. C'était la réponse de Phoenix. Je te propose de commencer par la tablette que j'affiche ici à l'écran. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler, s'il te plaît? Donc, c'est une pierre de la Bastille qu'on a reçue à Mons. Alors, je vais la lire. Hein, il est noté aux Amis de la Liberté de Mons. Cette pierre tirée des cachots de la Bastille, détruite par le patriote et républicain palois, rappellera à tous ceux qui veulent être libres que les Français ont détruit les monuments du despotisme terrassé, les despotes, et qu'ils préfèrent la mort à l'esclavage, exemple à suivre par tous les peuples amis de la liberté, vivent libres ou mourir, donné aux citoyens de Mons lors de la fameuse bataille gagnée par l'armée française sur les despots le 6 novembre 1792, l'an premier de la République française. En fait, c'est une pierre que l'on a reçue, mais une pierre qui est
qui fait partie du processus de propagande française suite à la Révolution. Donc, c'est-à-dire que de nombreuses villes et régions vont recevoir une pierre de la Bastille en disant voilà, c'est pour vous montrer que la Révolution est plus forte que la royauté et que le despotisme, mais surtout qui permet aux citoyens de pouvoir voir concrètement cet objet. Je vous rappelle que la majorité de la population ne sait pas lire ni écrire et qui ne comprennent pas forcément ce qui se déroule et qu'ils ont besoin d'avoir des objets et des visuels qui permettent concrètement de se dire « Ah, en effet, la révolution a eu lieu » et peut-être qu'ils vont apprendre aussi certains mots. Qui commencent à voir, à lire. L'instruction n'est toujours pas obligatoire, mais on a une certaine population qui la bourgeoisie est bien au fait de ça. Et donc, passer devant ce genre de pierre tous les jours, ben, ça vous forge et ça vous rappelle en permanence que c'est vivre libre ou mourir et que c'est la France qui a gagné, que c'est la victoire. Voilà, ce genre d'objet qu'on amène dans nos régions et quand les Russes sont rentrés dans les territoires ukrainiens et qu'ils ont mis partout victoire dans nos territoires, retour en Russie. Et donc tous ces éléments-là font partie de la propagande classique on va mettre, qui sera mis en place dans nos régions pour justifier la nouvelle République française dans nos territoires. Et on va la voir à plusieurs endroits. Et donc ça va être très fort, cette emprise complète du quotidien des citoyens, la mise en place de ce que j'ai dit, l'état civil va bouleverser les gens. Donc, on rappelle que c'est l'État qui est prioritaire et plus la religion. Et l'État, c'est l'État français. Et donc, tout ça va jouer véritablement dans la consécration d'un État extrêmement fort, centralisé à la française. Ils sont extrêmement bons là-dedans. Et ces pierres vont faire partie de ce processus de propagande française dès la fin du XVIIIe siècle. D'accord, intéressant. Oui, ça me fait un peu penser, c'est encore toute autre chose et c'est très moderne, mais ça me fait penser au nudge marketing qui justement a pour but d'influencer le comportement des gens par des petits éléments visuels et ça me fait penser à ça avec justement la pierre et comment dire, vivre libre ou mourir qui est assez fort et qui peut justement travailler sur l'inconscient des gens. Et regarde, tu peux voir que c'est un bonnet phrygien qui est mis au-dessus Oui, de tout à ce fait. pilier. Et ça va jusqu'à aujourd'hui. La mascotte des Jeux Olympiques de Paris, c'est le bonnet phrygien. Et donc, on sait qu'on va toucher des symboles. Et ça, c'est un symbole de la propagande de la République française. Voilà, et c'est extrêmement fort. Nous, en tant que francophones belges, et même tous les Belges savent ce que c'est le bonnet phrygien. Oui, Ça tout à fait fait. partie de ce qu'on a pu étudier. Tu peux demander ça à un Britannique, il ne va pas forcément savoir ce que c'est. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'historiographie, et c'est la manière d'enseigner l'histoire de nos régions. On est extrêmement influencé par la France. Et donc, dans aucun document et dans aucun bouquin d'histoire, en Belgique, tu vas voir que les populations belges n'étaient pas forcément contentes de se retrouver sous la domination française. Non, on va parler de tous ces avantages, de tous ces éléments positifs que nous apporte la Révolution française et de tous les éléments novateurs de cette Révolution française. Quand on analyse la Révolution française en cours, on voit ça comme extrêmement positif. Donc un bouleversement extrêmement positif. Mais ça n'a pas forcément été le cas. Il y a d'autres régions dans le monde ou en Europe qui ont passé différents stades d'évolution sans passer forcément par la Révolution française. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant justement d'avoir les témoignages locaux pour pouvoir se replonger dans l'état d'esprit de l'époque. Ah oui, j'en avais quelques-uns ici. Je vais essayer d'en retrouver un qui m'avait fait rire. Je vais essayer de le retrouver tant qu'on continue D'accord. pour montrer un petit peu le fait que c'était pas forcément ce que les autorités attendaient. Voilà, c'est l'autorité communale de Mons qui dit
qu'elle est particulièrement heureuse, par laquelle Victoire, cette ville de Mons et toute la province de Noué ont été sauvées et préservées de toute invasion. Voilà, et donc c'est vraiment assez impressionnant. C'est dans les délibérations du magistrat, donc c'est l'autorité communale, où ils retranscrivent le fait qu'ils avaient envoyé quelqu'un pour remercier les Autrichiens au début. Hein, je vous avais dit en avril 1792 d'avoir mis les Français dehors et que les autorités communales aient remercié véritablement l'armée d'avoir fait le nécessaire et d'avoir bien protégé le comté de Hainaut et la ville de Mons de l'arrivée de cette horde de barbares. Donc voilà, c'est très particulier et donc c'est tout à l'encontre de ce qu'on veut nous expliquer aujourd'hui dans l'histoire de la constitution de la Belgique, quoi. Tout à fait. Ici, on va passer à la deuxième image qui est en fait le canon que tu m'as envoyé. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Donc ça, c'est un canon qui date du milieu du XVIIIe siècle, un canon français. Hein. Et donc ce canon a été utilisé lors de la bataille de Jemappes. La particularité de ce canon, c'est qu'il était encore, il y a 10 ans, à côté du monument du Coq à Jemappes. Ce monument qui est le monument commémoratif de cette bataille de Jemappes. Et en fait, je profite de ce moment pour parler de ce monument. Il suffit de taper sur Google Coq de Jemappes, vous allez voir ce monument. C'est un monument qui a été construit en 1911. Et donc, il faut s'imaginer que la bataille a eu lieu en 1792, et donc c'est plus d'un siècle après que l'on va construire ce monument. Et ce monument va être construit comme monument comment je veux dire, de base de la constitution du mouvement wallon. Alors vous allez me dire, quel est le lien entre le mouvement wallon et la bataille de Jemappes? Eh bien, alors qu'en Flandre se développe un mouvement flamand, en contrepartie, en Wallonie va se développer un mouvement wallon. Et l'élément victorieux français le plus marquant de nos régions, c'est Jemappes. Et donc, on va les décider politiquement, c'est vraiment une décision politique, de construire ce coq de Jemappes. Et il faut savoir que c'est à cette époque-là que l'on va commencer à réaliser le drapeau wallon. Donc, le drapeau wallon, c'est un coq. Le coq de Jemappes, c'est aussi cette volonté de représenter cet animal. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on dit que il y a le mot en latin, hein, Gallus. Gallus, la Gaule, la France, le coq, et c'est un élément, un emblème qui va être réutilisé par les Français. Et donc, ce coq, il est fier. Alors, on dit toujours que c'est aussi le seul animal qui arrive à chanter alors qu'il a les pieds dans la merde. Et c'est aussi un peu cette fierté française et francophile qui a voulu être mis en évidence. Et on voit ce coq qui, en fait, regarde vers les pays germaniques, vers l'Allemagne et surtout l'Autriche qui était vaincue. Et on est surtout en 1911, et donc après la guerre franco-prussienne, on rappelle ses amitiés françaises. Et la Belgique, je vous rappelle, est un pays neutre, donc c'est un petit peu particulier, mais donc c'est vraiment une volonté politique, non pas locale, mais régionale, de constituer ce coq de Jemappes. Ce coq de Jemappes qui, à l'arrivée des Allemands en 1914, va se faire exploser par les Allemands. Ils vont tout faire pour l'exploser. Et en 1922, on va remettre un nouveau coq, et ce nouveau coq va être inauguré par le président français, qui va venir jusque Jemappes pour inaugurer ce nouveau coq. Et en 1940, les Allemands ne vont même pas faire attention à ce coq. Et on a toujours ce monument au coq de Jemappes qui est présent sur les hauteurs de Jemappes et qui fait maintenant en fait partie de l'identité de l'habitant de Jemappes, cette fierté aussi d'une commune qui est fusionnée dans Mons. Donc, parfois, pour les Gemappiens, c'est un peu difficile de se dire qu'ils font partie de la commune de Mons. Et aujourd'hui, chaque 6 novembre, on a des commémorations, mais où l'activité politique on n'est plus dans les mêmes revendications.
si vous veniez dans les années 30 au Coq de Jemap, on avait tous les fervents défenseurs d'un régionalisme wallon extrêmement accru. Aujourd'hui, vous avez l'autorité communale de Mons qui vient, qui fait un dépôt de gerbe. Il y a 20 personnes, les associations patriotiques. Et on a aussi, ça m'avait toujours fait rire, des représentants français du SHAPE, donc la base militaire de l'OTAN ici à Mons, et qui se demandaient ce qu'ils faisaient là. Et c'est moi qui devais leur expliquer qu'ils avaient gagné une bataille en 1792 et que je leur faisais des liens avec ce que je viens de vous raconter et qui prenaient seulement conscience de l'importance de leur histoire dans ce petit endroit qu'est Jemap, quoi. C'est assez cocasse d'ailleurs de se dire que le SHAPE, qui est donc une base militaire, ne connaissent pas l'histoire de Jemap, vu que ça fait quand même partie de Mons, là où ils sont censés résider X temps selon leur Oui, mission. mais c'est vraiment ça. Mais parfois on ne se rend pas compte de l'endroit où on se retrouve et des éléments de mémoire qui existent. Et ça fait partie de nos missions au Mons Montréal Museum. En fait, c'est justement de partir de notre territoire pour expliquer ce qui s'y est déroulé pour que la population locale puisse comprendre cette fameuse bataille de Jemap. C'est quoi? Pourquoi elle a de l'importance? Qu'est-ce que ça représente? Et quand on fait la visite et qu'on montre la pierre de la Bastille, les gens ils se disent une pierre de la Bastille, mais c'est extraordinaire, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et quand on explique que derrière c'est un élément de propagande, ils se disent mais ah d'accord. Et qu'on remet dans le contexte, les gens ils se disent ah mais c'était bien ou pas la Révolution française, et donc voilà, nous ce qu'on veut faire c'est interroger les gens et ce qui se posent des questions. Et nous on n'est pas là pour dire c'était bien ou c'était pas bien. Je dis mais est-ce que vous étiez posé la question de savoir si la population locale était d'accord ou pas? Est-ce qu'elle a eu le choix d'ailleurs? Est-ce qu'elle se nous était imposée par la force? Enfin voilà, tout plein d'éléments qui font véritablement de ce genre de musée des lieux complètement actuels parce qu'on pose des questions qu'on pourrait aujourd'hui encore se poser. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, ici, on va afficher donc le bol, qui est un Ouais. bol assez spécial, hein. Comme tu m'avais dit, je ne vais pas spoiler, je vais te laisser le soin de présenter le bol et sa particularité. Ah, le bol de bouillon. On l'appelle le bol de bouillon. C'est une pièce d'orfèvrerie extraordinaire, alors très particulière. C'est parce que cette pièce d'orfèvrerie, on est dans un objet qui, la partie inférieure, avait été réalisée par un orfèvre montois au XVIIIe siècle et qui était rehaussé par un homard et quelques éléments décoratifs complémentaires par un orfèvre parisien. Et il a été, en fait, la volonté de l'autorité communale de Mons était de l'offrir à Napoléon. Lors de son passage à Mons le 29 avril 1810. En fait, Napoléon et Marie-Louise se rendent dans nos régions en voyage de noces. Et donc, c'était la deuxième fois que Napoléon passait à Mons. Il était déjà passé en 1804. En 1804, il avait dormi à Mons. Et en 1810, quand il passe à Mons, il ne fait que traverser la ville et il ne s'arrête pas. Et c'est pour ça qu'on a toujours ce bol de bouillon présent dans nos collections. Donc, ça fait partie des collections communales montoises. Et maintenant, il est présenté dans le prestigieux musée d'Eusberg des arts décoratifs qui est présent à Mons et qui présente voilà, toute l'orfèvrerie de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Et ce bol est particulièrement bien décoré et réalisé. Donc on est sur quelque chose d'extraordinaire et donc c'est un cadeau raté de la part de l'autorité communale de Mons. On a toujours tendance à vouloir en faire de trop parfois, mais ce qui est assez comique aussi, c'est de savoir que c'est une pièce qui préexistait et qu'on a fait un petit rehaussement au-dessus. Et donc finalement, je pense que c'était aussi une sorte de cadeau, comment je veux dire, Vite fait. oui, vite fait, mais voilà, on a fait un recyclage de quelque chose qu'on avait pour pas que ça coûte trop cher, en remettant un petit peu de trucs au goût du jour pour dire que ça fasse plaisir, et voilà. Et donc ça, c'est vraiment comment je veux dire, dans les collections qu'on a à la ville de Mons, on a toujours,
ce bol de bouillon nous fait toujours rire, en fait. Parce qu'on se dit, oh, c'est Napoléon, c'était pour Napoléon. Ouais, ben, il ne l'a pas pris. Pour vous dire comme il en avait rien à foutre. Voilà. C'est un Mais peu la conclusion de ce bol à bouillon. un coup dans l'eau pour le coup. Complet. Mais après, tant mieux que ça soit un coup dans l'eau, parce que comme ça, on l'a dans nos collections. Et Voilà, on a tout à quelque fait. chose d'extraordinaire et une belle histoire à raconter. Tout à fait. Corentin, est-ce que tu aurais une anecdote un peu insolite à nous raconter sur cette période, sur Jemap ou sur Mons? Oui, en fait, j'ai plein de choses, mais là, ce qui me vient en tête, c'est véritablement l'impact économique de la période française qui va avoir sur nos régions. Il y a un canal qui va être réalisé, c'est le canal de Mons-à-Condé, un canal qui va durer longtemps, qui va être inauguré en 1810 et qui va traverser tout le Borinage, qui va partir de Mons et qui va rejoindre jusqu'à l'Escaut. Et ce canal va nous permettre, dans le Borinage, à pouvoir exporter le charbon par bateau. Et ça va avoir un impact colossal sur le mode de fonctionnement économique de la région, nous apporter énormément de débouchés, parce qu'une fois que vous touchez l'Escaut, vous touchez la mer et vous touchez l'extérieur. En même temps, on a le charbonnage du Grand Ornu, et au charbonnage du Grand Ornu, en 1810, on va avoir le premier chemin de fer. Alors, vous allez me dire, mais non, la machine à vapeur n'existe pas encore. En effet, j'ai parlé de chemin de fer. Et donc, un chemin de fer, c'est deux rails sur lesquels on va mettre un wagon avec des roues. C'est tiré soit par des hommes ou par des chevaux. Et donc, le premier chemin de fer qui existe sur le continent, donc pas en Angleterre, mais sur le continent, il est fait à cet endroit-là pour transporter du charbon, pour l'amener jusqu'au canal, pour pouvoir le mettre sur des bateaux et qui est envoyé ensuite vers d'autres régions. Et donc, il faut vraiment se rendre compte que la région de Mons, à cette époque-là, la révolution industrielle, on en est plein dedans. Et qu'on a tendance à oublier que c'est de la période française, tout ça. Elle préexistait déjà durant la période autrichienne, mais on était encore dans des effleurements c'est-à-dire qu'on creusait la terre et qu'on récupérait du charbon, mais c'est vraiment à la charnière entre la période autrichienne et la période française, on va commencer véritablement à creuser et à creuser des vrais charbonnages très profonds, et que l'ensemble des charbonnages qui ont périclité dans les années 50 du XXe siècle, eh bien, sont tous issus en majeure partie du travail qui avait été mis en place, des infrastructures qui avaient été mises en place durant la période française, et on a des bâtiments à Mons qui rappellent en fait l'ensemble de ces constructions parce que de la présence comment je vais dire, d'une région économique forte, on va avoir des bâtiments construits extrêmement importants de type très français qui vont apparaître en ville. Et je dirais aussi que, alors là je quitte le côté économique, mais qu'on n'a pas dû attendre la période française dans nos régions pour être influencé par la France. Donc, l'architecture de nos régions, particulièrement de Mons, Tournai, elle est fortement influencée par la France, par ce qui se déroule en France. On n'est pas du tout dans des constructions de bâtiments qu'on peut retrouver le long de la Meuse, sur Namur, sur Liège. On est vraiment dans une architecture totalement différente qui date déjà de la fin du XVIIe siècle. Donc tout le XVIIIe siècle est déjà un siècle français dans nos régions au niveau des arts et de l'architecture, mais pas des pensées. Ça, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement où le sous-régionalisme et le régionalisme est extrêmement important dans nos régions. C'est très intéressant, notamment l'anecdote du chemin de fer Oui, avec donc les chariots tirés par chevaux. oui, et vous pouvez toujours aller voir au Grand Ornu, on a toujours l'emplacement de ces rails du début du 19e siècle, et on a cette architecture très typique constituée déjà à l'époque. En fait, on a tendance à penser que les charbonnages, ce sont des éléments du XXe siècle, c'est vrai, ou de la fin du XIXe siècle, mais non, c'est déjà fin 18e. La population de Mons se chauffe déjà avec du bois de houille, et on en consomme parce que en fait, ça coûte moins cher que de bois. Et c'est plus facile dans une habitation, c'est plus facile de chauffer avec ça qu'avec du bois. Ouais, tout à fait. Bien voilà, nous allons tout doucement clôturer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer?
accepté d'aller visiter le Mons Memorial Museum. Et il y a différents éléments de littérature qu'on peut regarder, comme si on s'intéresse. Bon, ici, c'était un mélange offert à Bruno Colson, qui est un historien de Namur, de l'université de Namur, qui a pris sa pension, sur lequel j'ai écrit une partie, un article vraiment lié à ce mouvement de 1790 à 1792 à Mons, où on peut voir les relations entre les réfugiés français, la population montoise, l'impact avec les militaires et autres. Et si vous êtes intéressé, il y a plein de littérature sur l'occupation de nos régions. Il y a la Belgique française qui avait été réalisée auparavant. Hervé Asquin a écrit beaucoup là-dessus. Mais si vous êtes intéressé par les régiments wallons et durant la période autrichienne, eh bien voilà, il y a ce magnifique ouvrage, Les Belges dans l'armée des Habsbourg, qui est une pure merveille pour pouvoir avoir une première découverte de l'ensemble des soldats, finalement, qui étaient belges et qui étaient du côté des Autrichiens. Et tout à l'heure, je discutais encore avec Jean-Marie Cauchy, qui est un de mes anciens professeurs, et on parlait de la bataille de Jemappes. La conclusion de notre discussion, c'était: est-ce que la bataille de Jemappes est une victoire ou est une défaite? Et alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est la victoire française, mais c'est avant tout une défaite. Et donc, tout dépend comment on voit les choses. Et donc, ça, c'était très comique de se dire qu'il me disait qu'il y a encore 20-30 ans, qu'on lui disait que la bataille de Jemappes était une défaite, que certains historiens disaient: vous ne pouvez pas dire que c'est une défaite, c'est une victoire de la Révolution française. Et il disait: oui, mais bon, pour nos régions, c'était une défaite. C'est ça, selon l'œil et selon peut-être aussi la période, le recul qu'on a après coup. Et surtout qu'on a beaucoup de gens qui sont fortement passionnés par la période française et toutes les batailles napoléoniennes. Et donc, ça ne fait que la suite. Et donc, ils se mettent déjà du côté français. Et de la manière dont vous allez lire la littérature, si vous prenez tous les bouquins qui sont écrits par des Français sur la bataille de Jemappes, c'est victoire, 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 victoire. Et donc, en fait, c'est ça. Et donc, vous avez l'habitude de continuer à dire que c'est une victoire. Je mettrai en description les liens vers les ouvrages que tu nous as présentés, pardon. Et comme ça, vous pourrez les consulter si vous le souhaitez. Je te remercie, Corentin, d'avoir accepté l'invitation. J'en profite aussi pour remercier le Mons Memorial Museum et vous inviter à aller faire un petit tour si vous allez visiter Mons. D'ailleurs, Joe dit qu'il essayera d'y passer quand il viendra en Belgique. Il y a des expositions qui sont éphémères, d'autres permanentes, et qui permettent de retracer les grandes batailles qui ont eu lieu en Belgique, mais surtout à Mons, avec évidemment des intervenants de grande qualité, des guides et autres, comme notamment Corentin, qui est donc conservateur là-bas. J'en avais parlé lors du dernier live que nous avions eu avec Corentin. Ici, c'est en train de se réaliser pour le moment. Nous sommes en train de préparer la vidéo sur les résistantes de la Seconde Guerre mondiale, parce que la place des femmes était parfois un peu négligée, dans le sens où on ne retient pas toujours le travail qu'elles ont fourni derrière les avancées majeures qu'on a pu avoir ici. Et donc c'est l'occasion de pouvoir leur rendre hommage, de pouvoir mettre en lumière leur implication, et donc ça sortira très certainement début d'année prochaine. Merci à tous d'avoir été présents ce soir, merci Corentin, merci le Mons Memorial Museum, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.